Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Il y a les chiffres et la réalité du terrain. 50 morts, c'est le bilan du trafic de stupéfiants à Marseille l'an dernier. Règlement de compte, exécution, torture. La guerre des gangs est entrée dans une autre dimension, celle de l'ultra-violence. Les sénateurs de la commission d'enquête sur le narcotrafic ont voulu en avoir le cœur net. Ils se sont donc transportés dans la cité phocéenne. Rencontre et audition des magistrats, policiers de terrain et des familles de victimes. L'heure du premier constat est venue avant d'agir. Frédéric Michel, correspondant d'Europe 1 dans la région. Dresser un bilan du trafic de drogue à Marseille, c'est l'objectif de cette visite. Le président de la commission sénatoriale socialiste, Jérôme Durain. Il ne s'agit pas de mettre Marseille à l'index. Ce qu'on observe ici, on l'observe ailleurs. Quand vous entendez parler de rafalage à Dijon, à Verdun, vous voyez bien que ces phénomènes, ils sont partout présents. Les élus ont rencontré des familles des victimes, des associations, des policiers et magistrats. Le rapporteur de la commission, Étienne Blanc, sénateur LR. On nous a révélé des actes de barbarie insupportables dans des quartiers sur des mineurs. Ça atteint des sommets. Pas d'annonce pour le moment, mais l'heure des choix viendra. Jérôme Durain. Il faut qu'on sache ce qu'on veut. Interdiction, prohibition ou tolérance. Sur sécurité ou liberté de circulation, on contrôle 2% des conteneurs qui arrivent dans les ports. La drogue inonde les villes et les campagnes, en France et en Europe. Étienne Blanc. Oui, l'Europe est au bord d'un gouffre. La capacité corruptive de ces entreprises de narcotrafic est telle qu'elle vous inquiète. Est-ce que la France est dotée des moyens matériels, des moyens juridiques pour lutter contre ce phénomène qui, si on le laisse déraper, peut être difficilement rattrapable? C'est tout l'objet de nos travaux. En France, à minima, on estime à 3 milliards d'euros les bénéfices du trafic de stupéfiants. Frédéric Michel, correspondant d'Europe 1 dans la région, et les sénateurs poursuivent leur mission aujourd'hui à Marseille. Voilà, Marseille, les stupes, les règlements de compte. On en parlera dans quelques minutes, juste après ce journal, avec le journaliste marseillais Denis Trocero, 36 ans de service police-justice dans la cité phocéenne. 7h02 sur Europe 1, c'est l'événement à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Le scellement de l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution, aujourd'hui au ministère de la Justice. Cérémonie publique, c'est une première. À midi, place Vendôme à Paris. Elle sera présidée et précédée d'un discours d'Emmanuel Macron, Mayalène Trémollet. Grand absent du congrès de Versailles lundi dernier, Emmanuel Macron préside aujourd'hui à midi une célébration aux allures de séance de rattrapage. Une tentative de s'afficher comme acteur majeur de cette constitutionnalisation de l'avortement. Le chef de l'État prendra la parole avant la cérémonie. Une mise en scène purement symbolique puisque le sceau ne garantit pas la validité de la publication du texte. Il faut attendre son apparition dans le journal officiel prévu dès demain. La cérémonie du scellement reste une tradition dont les origines remontent à l'ère mérovingienne et pour la première fois de l'histoire, elle est aujourd'hui ouverte au public. Chacun peut donc venir voir. Face à la chancellerie, le chef de l'État et le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, a posé un sceau sur le texte qui constitutionnalise l'avortement. Un sceau de cire sur lequel est écrit « Au nom du peuple français ». Les autres symboles sont multiples. La presse, machine utilisée pour sceller le texte, date de l'époque napoléonienne. Elle avait notamment servi lors de l'abolition de la peine de mort en 1981. Mayalène Trémollet du service politique d'Europe 1. Cette volonté d'inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution a été largement inspirée par la crainte, justifiée ou non, de répliquer l'exemple américain où la protection de l'IVG a été remise en cause. Dans son discours sur l'état de l'Union cette nuit devant le Congrès, le président Joe Biden a d'ailleurs tenu à défendre le droit à l'avortement. Il y a des États qui criminalisent le droit de choisir, criminalisant les médecins, obligeant les victimes de viol et d'inceste à quitter leur État pour avoir le traitement dont elles ont besoin. Beaucoup ici, comme mon prédécesseur, voudraient interdire la liberté de reproduction au niveau national. Mon Dieu, quelle liberté vous allez encore vouloir prendre! Clairement, vous n'avez aucune idée du pouvoir des femmes en Amérique. Mais vous vous en êtes rendu compte lorsque la liberté de disposer de son corps a été en jeu dans les urnes. Nous avons gagné en 2022, nous gagnerons de nouveau en 2024. Extrait du discours sur l'état de l'Union, non sans arrière-pensée électorale pour Joe Biden, le président américain qui annonce la construction d'un port temporaire à Gaza pour acheminer l'aide humanitaire. Il renouvelle son appel à un cessez-le-feu immédiat d'au moins 6 semaines entre le Hamas et Israël. Négociations pour l'instant suspendues, mais selon la presse égyptienne, elle pourrait reprendre la semaine prochaine. Joe Biden qui assure ne pas vouloir plier face à Vladimir Poutine dans le dossier ukrainien. Discours encore plus ferme d'Emmanuel Macron hier devant les chefs de partis politiques. Face à un ennemi qui ne se met aucune limite, nous ne pouvons nous permettre d'en formuler. C'est ce qu'a dit le chef de l'État, propos confirmés par son entourage. Le président continue de cultiver l'ambiguïté stratégique. Irresponsable, répondent les oppositions. Moscou n'a pas tardé à réagir. Encore un pas et ce sera la co-belligérance à l'Elysée. On temporise, Arthur Delaborde.
Paris se rapproche dangereusement du statut de co-belligérant. C'est le message que veut faire passer Moscou, une menace relativisée par l'entourage d'Emmanuel Macron qui juge les déclarations russes en phase avec les récentes sorties du Kremlin, qui ne perd pas l'occasion de hausser le ton à l'égard de la France en ce moment. Les proches du président martèlent qu'il n'y a en réalité aucune escalade et que la position du chef de l'État est celle d'une réponse proportionnée au regard du durcissement russe. Les conseillers d'Emmanuel Macron relèvent aussi que l'argumentaire de Moscou s'appuie sur des propos rapportés par le RN et les Insoumis après la réunion d'hier à l'Élysée. Ils pointent plus largement les incohérences des oppositions en France en expliquant que si elles affirment que le soutien à l'Ukraine doit être indéfectible, alors c'est bien qu'il faut tout faire pour que Moscou ne gagne pas. Sur la scène internationale, la stratégie du président consiste donc à obliger ses adversaires à se positionner par rapport à lui en espérant les mettre en difficulté. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Demi-tour gauche sur les groupes de niveau au collège, c'était l'une des mesures phares de Gabriel Attal lors de son court passage au ministère de l'Éducation. Eh bien, sa remplaçante Nicole Belloubet tourne le dos au projet et parle d'assouplir une mesure qui rencontrait l'opposition des syndicats. Une bonne nouvelle à la Bourse de Paris avec un record historique du CAC 40 hier. La résistance des 8000 points cassés, résultat porté par les profits exceptionnels des multinationales, plus de 145 milliards d'euros l'an dernier. Surprenant dans un contexte de ralentissement économique généralisé en Europe. L'indice parisien euphorique, tout comme l'ensemble des places financières mondiales, Baptiste Morin. Oui, cela fait des mois que les records tombent les uns après les autres. Celui de la bourse allemande en février, ceux de Wall Street, le Dow Jones et le Nasdaq ces dernières semaines. Celui de la bourse japonaise, le Nikkei, il y a seulement 4 jours. Et donc, hier, celui du CAC 40. Pierre Gruson est professeur de finance à la Cage Business School. C'est essentiellement la conjugaison de plusieurs résultats bénéficiaires et au-delà de ce qui était anticipé par les analystes pour un ensemble de valeurs. Puisqu'aujourd'hui, les taux sont attendus à la baisse dans principalement toutes les zones économiques et financières, c'est une embellie pour l'ensemble des actifs. L'histoire retiendra que le CAC atteint donc son plus haut historique alors que la croissance française est presque nulle. Et une question se pose désormais. S'agit-il d'une bulle, peut-être concernant les valeurs technologiques qui surfent sur les promesses de l'intelligence artificielle? Aux États-Unis, le spécialiste des processeurs graphiques Nvidia est devenu la 3e plus grosse entreprise en bourse au monde. C'est inouï, sans parler d'un crack que personne ne souhaite. Une correction prochainement n'aurait rien de surprenant. Baptiste Morin, chef du service économie d'Europe 1. Il faudra attendre le mois de juin et la nouvelle révision des taux directeurs décidée par la Banque Centrale Européenne. Sans surprise, elle les maintient à 4% tout en envisageant une baisse future. Un inédit à présent d'Alain Bachung, 15 ans après sa disparition. Une affaire qui me semble inouïe, 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 On n'a pas l'air, titre inédit, extrait de l'album de sa vie, anthologie du chanteur dont la sortie est prévue aujourd'hui. Figurez-vous que c'est l'ingénieur du son d'Alain Bachung qui, en fouillant les archives, a mis la main sur ce titre. C'est pas le meilleur de Bachung, on va pas se mentir. C'est vrai. Bah, enfin bon, ça fait toujours plaisir de retrouver un artiste tant aimé. Merci beaucoup Christophe Lamar. Tiens, au chapitre des disparitions, on apprend ce matin la mort d'Akira Toriyama, le créateur du manga Dragon Ball 2. Voilà, ça c'est le générique de l'enfance de certains des auditeurs d'Europe 1. Voilà, dont Anissa. Voilà. Voilà, il est mort à l'âge de 68 ans, Toriyama, d'un... Tous les méchants. Ça va? Pardon, excusez-moi, j'ai l'impression d'être devant le Club Dorothée. Mais oui, c'est ça, un peu de nostalgie. Il est mort d'un hématome sous-dural aigu, Toriyama, à l'âge de 68 ans. On en reparlera d'ici 9h d'Europe 1 matin. Merci beaucoup Christophe Lamar.